Daniel Flomenbaum, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des éditions Philobia en prévision donc de la sortie de votre ouvrage qui s'appelle Femmes désirées, femmes désirantes. Alors nous sommes enchantés bien sûr de cette parution parce qu'elle concerne essentiellement les femmes, la sexualité féminine. Et je voulais vous demander tout de suite qu'est-ce qui vous avait donné, donc à l'époque où vous avez écrit cet ouvrage, débuté cette écriture, qu'est-ce qui vous avait donné justement envie de publier ce livre? Alors, vous savez, ça commence à remonter, hein. Moi, j'ai commencé à écrire le livre en l'an 2000. Alors, vous voyez, on se parle donc 23 ans plus tard. Vous savez, moi, j'ai un souci. Moi, je soigne, hein, je suis médecin et j'ai un souci de me faire comprendre. Et par rapport à la dynamique de la santé, par rapport à la dynamique de la maladie, du soin. Et j'ai été un peu sollicitée, pour être honnête, parce que moi, je ne me sens pas forcément tellement écrivain, je me sens soignante. Et donc, j'ai écrit ce livre pour parler fondamentalement et de mes problèmes personnels de femme et de médecin de femme, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai été très, très, très intéressée par tout ce mouvement je dirais, de libération sexuelle, où les femmes se sont mises à se prendre en main grâce à la contraception. Socialement, c'est quand même la contraception. En France, c'était les années 65 que la pilule a débarqué sur le marché. Et cette contraception a permis vraiment socialement de témoigner comment la sexualité était à la fois considérée pour être participer ou être à l'origine de la reproduction de la vie, mais elle pouvait aussi être considérée comme source de plaisir et d'entretien de la santé. Alors ça, moi, ça a été quelque chose que j'ignorais totalement dans ma famille, qui m'a beaucoup blessée, de ne pas savoir, petite fille, que plus tard, j'aurais à vivre une dynamique féminine où mon sexe allait participer à ma vie de femme. Je trouve ça tellement incroyable de ne pas le transmettre aux enfants, que j'ai eu à cœur de parler de ça, parce que, on va le voir ensemble, notre héritage moral, social, d'éducation familiale, nous fabrique des mémoires dans nos cellules qui nous impriment une façon de vivre. Ignorer la sexualité dans la marche de notre vie quotidienne, qu'elle soit référée à cette dynamique de plaisir qui entretient la santé, me semble une grande absurdité et me semble vraiment un message à faire passer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais noté une question qui venait après, parce que vous dites à propos d'éducation, vous dites qu'exclure la sexualité de la sphère familiale est une erreur. Et c'est vrai que même encore, dans certaines familles, on n'en parle pas, et surtout pas aux filles. Et il y a une transmission peut-être médicale, un petit peu d'information médicale, mais voilà, c'est toujours tabou. Oui. Alors, la contraception a amené quand même l'information médicale, parce que quand les jeunes viennent demander la pilule, c'est quand même dans une perspective d'envisager ou de vivre la sexualité. Mais c'est pas pour ça que la médecine donne des informations, des conseils. Jamais. Je n'ai jamais eu aucune information
du côté de la sexualité dans mes études médicales à la faculté Oui, de médecine de Paris, jamais, jamais. Et oui, oui, tout combien à fait. d'enfants sont encore dans l'ignorance où j'ai été de ne pas savoir qu'ils auront à vivre une sexualité plus tard. Tout à fait, tout à fait. Et alors, selon vous, pourquoi justement la sexualité féminine, encore plus que la sexualité masculine, a été taboue et l'est peut-être encore, sûrement encore? Mais alors, elle est taboue parce que socialement, on a un héritage. Alors, moi, je parle de l'Europe et je parle de la France. Hein, je Mhm, connais pas, je bien suis pas sûr. sociologue ni historienne. Donc, si vous voulez, moi, je sais que en France, la sexualité a été longtemps interdite et même au niveau du catholicisme, c'était un péché de chair où ne pas se marier vierge risquait de se faire excommunier. Donc c'est grave dans une dynamique spirituelle. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc notre héritage est encore pétri d'interdits de jouir, j'ai envie de dire, sexuellement. Et l'apogée de cet interdit a vraiment été, je crois, au XIXe siècle. Et on est encore sous le joug de cette mémoire où je trouve, on aura peut-être à y revenir, qu'un grand nombre de symptômes des femmes, leurs difficultés sexuelles, sont encore sous le joug de cet interdit de jouir. Ça provoque des fermetures inconscientes et involontaires qui ne se ressentent pas, mais ça empêche quand même au sexe féminin d'être accueillant et réceptif du sexe du partenaire ou de la partenaire. Donc on est encore dans une mémoire. Alors il y a un déni total, personne ne dirait qu'on est encore dans un interdit de jouir, mais on est dans un interdit de jouir cellulairement, j'ai envie de dire. Nos cellules détiennent encore cette mémoire. Mhm, d'accord. On va y revenir au niveau transgénérationnel également. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est que vous dites que quand vous recevez vos patientes, et bon, je prends le cas de Catherine, qui souffre de cystite, vous leur montrez un mannequin et vous leur montrez des schémas, des illustrations. Je trouve ça très intéressant parce que c'est ce côté pratique. Et est-ce que ça voudrait dire aussi que les femmes ne connaissent pas leur corps finalement? Ah mais absolument, vous savez, mais moi j'ai eu des clientes alors qui venaient me voir tous les ans pour le renouvellement de leur pilule, pour faire le Oui. bilan annuel. Et alors elles retrouvaient, j'ai envie de dire, ce mannequin et elles disaient, mais j'ai tellement de mal à l'intégrer, c'est comme si je le voyais encore pour la première fois. Ça veut dire que là, on est encore dans un déni de l'importance de connaître l'anatomie de son corps et son fonctionnement énergétique, j'ai envie de dire, et puis émotionnel, sentimental. Enfin, on est encore complètement euh, à côté d'une aisance et d'une spontanéité pour être à l'aise et bien dans sa peau, je dirais. Oui, 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 tout à fait. Donc, ne serait-ce qu'au niveau anatomique, effectivement, vous affirmez bien que là aussi, on a du mal à se représenter, à savoir comment tout ça fonctionne. Alors, Et il y a on a du mal oui, à se représenter l'intériorité du corps. l'intériorité. Parce que ce qui est important, et sûrement qu'on va en parler plus avant, ce qui est important, c'est de comprendre que le sexe de la femme a une extériorité, mais qu'il se prolonge à l'intérieur de notre corps. Et c'est ce prolongement intérieur qui donne accès aux sensations de plaisir intérieur qui nous détoxique, qui nous oxygène, qui nous vivifie, qui nous redresse.
Enfin, la liste, je peux la continuer, hein. Oui, oui, tout à fait. Et alors, il y a un point très très important, je trouve. Vous citez des pathologies diverses de la sphère génitale. Et alors, est-ce que d'après vous, ces diverses pathologies sont-elles des défenses, sont-elles les manifestations d'un conflit, voire d'un interdit, ou d'interdits peut-être ancestraux? Est-ce qu'il y a dans la genèse de ces pathologies, est-ce qu'il y a cet aspect-là? Ben, si vous voulez, la genèse des pathologies qui reviennent, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas parler de mémoire, on ne peut pas parler de transmission, d'intégration d'informations sans parler de la répétition. L'humain répète spontanément, et on voit d'ailleurs quand on a des enfants, on voit qu'à un moment de leur développement, ils commencent à apprécier qu'on leur lise des histoires, mais pendant longtemps, il faut leur lire exactement la même, et puis pas se tromper de phrase. Hein? Ça veut dire ils intègrent dans la répétition l'histoire. Et c'est ce qui nous arrive. Hein? Ce que je veux dire, c'est que les pathologies vont nous atteindre et se manifester sous forme de chronicité. C'est une maladie qui dure, ou sous forme de récidive. Elle s'en va et elle revient, elle s'en va ou au même endroit ou ailleurs. Ça veut dire qu'il y a toujours un rappel de quelque chose, d'une énigme qui nous rend malades, et soit qui ne sait pas se guérir, soit qui revient toujours. Et là, on doit être alerté. Alors, est-ce que c'est notre voie pour embrayer sur le transgénérationnel? Je ne sais pas, mais ça pourrait. Puisque c'est comme si on avait une information qui cherchait à se dévoiler. Je pense que toutes les maladies chroniques et récidivantes témoignent qu'un traumatisme, et donc là, dans la perspective gynécologique sexuelle, on va dire qu'il y a eu un traumatisme, on peut dire de vie ou de mort, qui n'a pas été métabolisé, qui n'a pas été digéré. Il y a eu une émotion tellement forte et ça a fait un kyste, ça a fait un enfermement. On n'a pas pu accueillir cet événement pour le digérer, et donc il s'est enclavé en nous, et cette enclave va se transmettre de génération en génération pour, j'ai envie de dire, pour voir le jour, Oui, c'est ça. pour pouvoir ne plus nous habiter, ne plus habiter la personne qui la contient. Et c'est là l'importance de la transmission et l'importance de dépister le sens de ces maladies chroniques et récidivantes. Alors bien sûr pour soi, et c'est bien sûr très important, mais ce qui est aussi fondamental, c'est que le fait de faire le travail de métabolisation pour soi va régler la transmission. On ne va plus transmettre l'événement si on l'a digéré et métabolisé. On ne va plus les transmettre aux générations futures. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Et là, il y a beaucoup de choses parce que entre la négligence de l'éducation sexuelle, le tabou des règles, la peur d'être enceinte, dans la généalogie, peut-être avant les mariages forcés, les grossesses non désirées, il y a tellement de choses au Ah, niveau les incestes, les abus. Hein. et puis les abus sexuels, qui sont très très nombreux, hein, les nouvelles statistiques le disent bien. Une personne sur 5 en Europe victime
d'abus sexuels, c'est colossal. Donc, on peut imaginer effectivement que les sources des pathologies génitales peuvent être nombreuses et variées et Absolument. remonter peut-être à une ou deux générations, Ou plus, finalement. hein, ou Oui, plus. oui. Ou plus, Oui, voilà, en fonction on de... on peut presque dire sur 4 générations, quoi. Oui, oui, oui. Celle des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents. À partir de là, on peut commencer à se débrouiller quand même. Et alors, justement, dans votre livre, vous parlez d'un arbre gynécologique. Alors, c'est Mais très vous savez, c'est intéressant. drôle parce que c'est un lapsus que j'ai fait, j'ai pas fait Ah, exprès. d'accord. Et je l'ai trouvé tellement joli que je l'ai Oui. gardé. Hein, parce que j'ai écrit arbre gynécologique. Et puis je ne m'en suis pas rendu compte. Puis à un moment, j'ai vu, je dis, ben, ça va, ça correspond. Oui, ça correspond, C'est effectivement. vraiment ce que je veux dire. Hein. Oui, ça se superpose phonétiquement, mais voilà, on pourrait faire un arbre gynécologique en racontant effectivement pour chaque personne, voilà, qu'est-ce qu'elle a vécu au niveau C'est ce que sexuel. je demande à mes... Oui, Alors, c'était mes clientes et maintenant, moi, je ne fais plus de clinique privée, mais maintenant, j'anime des ateliers de femmes depuis 15 ans et c'est ce que je leur demande de faire, hein, d'accord. d'analyser comment ben, les gens de leur famille et leurs ancêtres ont vécu leur vie de femme, leur vie de mère, leur vie d'homme, leur vie, hein, la vie de l'homme, la vie des pères, et de voir comment tout ça, à la fois s'est rencontré et à la fois s'est répété à des mêmes dates, C'est quand ça. on était les mêmes places dans la famille. Oui, L'arbre gynécologique, c'est vrai que c'est drôle dans son origine, puisque je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est juste. tout à fait. C'est Mm. très, très juste, tellement juste, effectivement. Alors, vous dites aussi qu'on devrait connaître les circonstances de notre conception, l'origine de notre prénom et plus largement la vérité sur notre histoire. Mais absolument. Alors, je vois des progrès quand même, je vois des progrès maintenant. Euh, je veux dire, moi, parce que moi, je suis un petit peu navré de la lenteur de l'évolution des consciences, je pourrais dire, hein, mais euh, c'est comprendre cette perspective. Ça veut dire que il n'est pas question de savoir pour savoir, on s'en fiche. Il est question de savoir parce que ça nous a impacté, ça s'est engrammé en nous. C'est ça. On a ces informations, on les contient et donc elles sont importantes. C'est pas pareil d'avoir été conçu, j'ai presque envie de dire entre guillemets, au petit bonheur la chance, comme c'est encore le cas de moins en moins, mais ça l'était beaucoup, hein, comment les femmes, entre guillemets, tombaient enceintes, Mhm. comme une fatalité. Et c'est pas pareil pour l'enfant à venir d'être conçu comme une fatalité ou comme un désir partagé des parents. Bien sûr, c'est toute la différence. Et c'est toute la différence puisque ça donne d'être conçu dans le désir partagé des parents, ça donne d'emblée un droit à exister. Mhm. Ah ben, c'est sûr que ça donne une sécurité de base. Bien sûr, absolument. Donc, si vous voulez, ça, c'était vraiment au planning familial. J'ai milité longtemps en jeune gynécologue. Ça, c'était vraiment mon cheval de bataille en disant, mais faites vos enfants dans des bonnes conditions. Moi, je me mets toujours dans la place de l'enfant. Vous savez, Mhm. moi, j'étais une petite. Je suis la troisième fille de 3 filles qui est née très longtemps après mes sœurs à cause de la guerre. Et donc, moi, je me mets toujours du côté de la place de l'enfant. Et qu'on l'accueille au mieux sur Terre. Déjà, la vie est difficile. Alors, si en plus, on peut quand même parer un peu
à des hardiesses de vie, eh ben, ça aide. Bien sûr, absolument. Et alors, vous parlez aussi des modèles transmis par nos parents et nos aïeux en termes de sexualité. Et alors là, j'ai envie de dire, comment peut-on s'en libérer? Bon, c'est une question très vaste, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des moyens déjà de s'en libérer? Est-ce que c'est possible lorsqu'on a été dévalorisé, lorsque la sexualité a été salie ou passée sous silence, lorsqu'il y a eu des abus sexuels dont on parlait, des incestes, des négligences, des avortements, etc. Est-ce que c'est possible finalement de surmonter tout ça, de passer... C'est possible, ouais. sinon je ne serais pas là. Hein. Oui, bien Non, sûr. s'il n'y avait pas de retournement possible, si on ne pouvait pas se dégager de difficultés, et moi je soigne parce qu'on peut se soigner. Hein, on peut se soigner et c'est déjà, vous savez, si on comprend qu'on détient une mémoire pour un grand nombre de symptômes, d'inhibition, d'insatisfaction, de douleur, de difficultés, on est dans un héritage de phénomènes qui ne nous appartiennent pas, dont nous ne sommes pas à l'origine, mais que nous hébergeons et qui nous habitent. Ben, si déjà on sait qu'on est pétri quand même de ces informations, mais on n'en est pas à l'origine, c'est déjà plus facile de comprendre qu'on peut s'en dégager. Hein. Et pour continuer à parler de ce dégagement, moi je dis qu'il faut s'en extirper. Ça ne veut pas dire qu'on va effacer cette mémoire et ces difficultés. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir ne plus en être affecté. Et pour ça, là, je dois dire que la médecine chinoise m'a été d'un très grand secours. Alors, j'ai envie de vous dire, vous savez, en gros, moi, je raconte ce qui m'a aidé à vivre ma vie de femme, quand même, par rapport à ce soin. Et la notion de l'énergétique chinoise, la notion qu'il y avait un souffle de vie, les médecines asiatiques parlent du qi de la vie, c'est le souffle qui a été divulgué en Europe par les arts martiaux, le yoga. Hein. On sait maintenant qu'il y a de la vie, c'est la vie qui entretient notre vie. C'est pas notre corps anatomique qui est vivant, c'est parce qu'il est animé du souffle de la vie qui nous a donné la vie que nous sommes vivants, et c'est ce souffle que nous avons à entretenir. Et donc, la capacité que l'on a de pouvoir se remodeler, de pouvoir, quand on a des cystites, vous les avez nommés tout à l'heure, quand on a des cystites, ça veut dire qu'il y a du feu dans l'appareil urinaire. Hein, ça brûle. Quand ça brûle, c'est du feu. Et pourquoi ça brûle? C'est parce qu'il y a de cette énergie de vie, donc il y a du feu de la vie, il y a de la vie qui ne circule pas. Et une vie de feu qui fait du surplace, eh ben ça brûle. Et donc, moi, d'apprendre cette médecine qui m'apprenait, moi, à me faire apprendre à faire circuler mes souffles de vie, mes souffles sexuels, mais pas seulement. Mais là, vous savez, moi, là, je suis focalisée sur les souffles, sur la sexualité. Mais on parle de la circulation de ces souffles sexuels quand on n'a pas l'information qu'ils ont à circuler en nous pour nous vivifier. D'abord qu'ils existent, qu'ils doivent nous rentrer dans notre corps, et pas seulement les femmes. Nous, on est dans l'accueil et la réception, mais les hommes aussi.
Les hommes se ressourcent aussi dans le corps d'une femme. Ils ne font pas que réguler leur tension par leurs éjaculations. Donc, quand on comprend ça déjà, alors c'est vrai que c'est du travail, mais on apprend à faire circuler cette énergie qui est bloquée. Et quand on ne sait pas accueillir l'énergie à l'intérieur de son corps, parce qu'on est bloqué, parce que ça fait mal, parce qu'on sent rien, eh ben, on apprend à s'ouvrir alors qu'on est fermé et qu'on ne le ressent pas. Donc, vous me demandez comment c'est possible. Je dirais que là, vraiment, le traitement énergétique, qui est un traitement à long, un traitement, une attention, hein, c'est de la gymnastique énergétique et il faut y penser tout le temps pour imprimer des nouvelles mémoires. Et c'est ça qui apprend à nous remodeler et à nous fabriquer une nouvelle sécurité de base. Oui, voilà, c'est ça l'important. Et alors, ce que je voulais vous demander aussi, en quoi le désir et le plaisir sont-ils essentiels à notre vie, à notre existence? Ben parce que c'est de l'énergie de vie et qui nous appelle dans le désir. Alors cette énergie de vie, elle est quand même contenue par notre esprit, hein, Oui, aussi. le désir. Et puis le plaisir, eh ben, c'est comme quand ce désir va pouvoir aboutir, se concrétiser. Donc on est dans une dynamique, ça crée une dynamique de vie. Le désir et le plaisir nous entraînent à aller de l'avant, à avancer dans notre vie, à avoir de la satisfaction, à être curieux, à être satisfait des bienfaits qu'on ressent, à être curieux d'être sur Terre, à être curieux de la vie. Hein. Donc c'est important pour tout. C'est important pour se sentir bien dans sa peau, pour avoir des idées claires, pour savoir ce qu'on veut, pour savoir échanger, pour savoir tout faire. Très bien, Daniel. Eh bien, nous arrivons presque au terme de notre entretien, mais avant de se quitter, donc j'espère que toutes les deux, on a donné envie de lire votre ouvrage qui est fondamental, qui est tellement important et qui est unique, je le rappelle, donc sur ce thème de la sexualité féminine. Et est-ce que vous auriez un message pour vos futurs lecteurs, donc qui vont découvrir l'ouvrage à partir du mois de novembre à Bucarest et dans toute la Roumanie? Alors voilà, est-ce que vous auriez un conseil de lecture ou un conseil de vie, ou les deux d'ailleurs? Moi, j'ai l'impression que mon livre est très dense. Oui. Et ça veut dire que c'est bien de... Et je crois, parce que c'est les échos qu'on m'a fait, relativement facile à lire. On a l'impression qu'on peut le lire facilement, mais du coup, on passe à l'as aussi beaucoup d'informations. Je dirais le lire, prendre le temps de s'arrêter, relire, saisir, comprendre, et puis se mettre à l'ouvrage, parce que je donne quand même des conseils où se prendre en main, c'est une réalité. Avoir une idée de son histoire de famille, savoir d'où on arrive, comprendre un peu qui on est, parce que si vous voulez, quand tout va bien, on n'a pas forcément besoin de savoir. Mais quand ça va pas, c'est important de savoir pour remettre la dynamique plus juste. On peut devenir de plus en plus soi-même. Et c'est ça qui a fait partie des révélations pour moi. Moi, j'ai cru longtemps, et c'était déjà beaucoup, qu'il fallait que je m'accepte comme j'étais. Eh bien, savoir qu'on peut s'améliorer, ça aide. Bien sûr, absolument. Et c'est tout notre propos avec tous les ouvrages donc, que nous publions en psychogénéalogie puis en développement personnel, voilà.
de favoriser ces prises de conscience, ces recherches aussi familiales, ces recherches sur l'histoire du père et de la mère, des grands-parents, voire plus loin, Des effectivement, dates, hein, et les comprendre dates. les dates, il y a des dates. Les dates font couperet. Et quand on a quelque chose qui nous arrive, les dates de naissance, les dates de mort, les dates d'accident, les dates de mariage, les dates de plaisir, hein, il n'y a pas que les dates de difficulté. Il y a très souvent une réactualisation C'est ça, de quelque chose de l'histoire familiale. tout à fait. Vous avez parlé des dates et les âges aussi. Et c'est vrai, quand on arrive à un âge qui a été marqueur, on peut effectivement avoir des pathologies et normalement peut-être souffrir de pathologies de la sphère génitale. Et oui, c'est très très important de pouvoir faire les liens. Alors j'espère que nous allons voilà, pouvoir les faire, mais c'est sûr avec tous les ouvrages que nous publions et le vôtre en priorité. Merci Alors, Daniel pour cet entretien. je veux remercier les éditions roumaines, hein, de me traduire et de donner alors l'occasion et l'opportunité aux lectrices et lecteurs roumains de faire ma connaissance. Merci. Merci Daniel, merci à vous, c'est très très aimable et au plaisir de se rencontrer in vivo. Absolument, vraiment.